Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ pour remplacer le vlog. J'avais super envie de vous parler un petit peu, de répondre à certaines de vos questions parce que j'ai l'impression que ces derniers mois, il y a eu beaucoup de changements. En tout cas, moi je le sens depuis que j'ai eu 30 ans, j'ai l'impression que plein de choses évoluent dans ma vie et que je suis plus tellement la même personne. Bizarre, est-ce que c'est une coïncidence ou pas du tout? Est-ce que c'est un effet un peu placebo? J'en sais rien. De toute façon, c'est un sujet dont j'ai déjà pas mal parlé dans mes précédents vlogs. Si vous regardez cette chaîne, de toute façon, voilà, vous savez que c'est un sujet auquel je fais souvent référence. Donc je trouvais ça sympa aujourd'hui de faire un petit point FAQ pour voilà, qu'on pose un peu les bases, pour répondre à des questions auxquelles je réponds pas forcément toujours dans mes vlogs. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser quelques questions. Normalement, à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, cette FAQ, je suis au Hellfest. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de vlog et que je voulais en fait anticiper un petit peu cette période là parce que je passe toute la semaine au Hellfest et donc évidemment ça donnera lieu à un très gros vlog, mais en attendant ça me semblait important de vous faire une petite FAQ pour pas vous laisser sans rien. La vie perso à Bruxelles et pro à Lyon et Paris, est-ce que c'est tenable sur le long terme? Je voulais répondre à cette question parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes en fait ont du mal à comprendre et même encore aujourd'hui dans les vlogs ou dans ma vie du quotidien, je suis toujours obligée d'expliquer un petit peu ma vie qui est vraiment, j'avoue, pas hyper simple. Donc en effet, toute ma vie perso est à Bruxelles, ici, puisque ma maison est là, mes animaux sont là, mon copain est là. Maintenant, la quasi-totalité de mes potes sont ici aussi. Et donc, c'est vrai que ici, on a vraiment le côté perso et le pro, c'est Paris avec mon agence et les événements et Lyon avec mes équipes et la famille. Le choix il a été fait il y a quelques années maintenant. C'est vrai que je pensais pas du tout que ça allait prendre des proportions comme celles que j'ai aujourd'hui, dans le sens où même si j'ai une organisation qui est plutôt correcte, il est vrai que je passe ma vie dans les transports en commun, dans le train, dans les transports de manière générale, dans les hôtels et je vais pas vous mentir, c'est pas facile. C'est un choix et donc en ça je le regrette pas parce que c'est moi qui m'impose ça. C'est le choix que j'ai fait et qu'on a fait quand on a décidé de venir vivre ici en Belgique avec Henri. Mais il est évident que y a une des deux personnes dans le couple pour qui ça demande plus d'investissement en termes de temps et c'est moi. Puisque lui il a toute sa vie ici et moi j'ai ma vie aux quatre coins de la France et j'abuse un peu mais on se comprend parce que même pour les enquêtes paranormales etc c'est aussi beaucoup de déplacements et c'est pas toujours évident. Mais c'était mon choix, je savais que moi c'était un sacrifice que j'étais tout à fait prête à faire pour notre couple. Je le regrette pas du tout parce qu'aujourd'hui je verrai pas un monde dans lequel on prend nos affaires et on part vivre ailleurs qu'en Belgique. Puisque on serait je pense pas très heureux en région parisienne ou à Paris et Lyon je sais que lui il serait pas super heureux parce que sa famille est ici et que c'est quelque chose sur lequel il veut pas faire de concessions et moi ça me pose pas de problème, c'est quelque chose que j'entends parfaitement et on a toujours été d'accord là-dessus, on s'est tout de suite mis d'accord. Néanmoins je vais pas mentir, il y a des périodes dans lesquelles c'est plus facile que d'autres. En ce moment, ça va, j'accepte. Mais il y a des moments où je suis épuisée physiquement, émotionnellement, mentalement et donc de devoir faire les trajets, ça rajoute une charge supplémentaire et parfois c'est pas évident, parfois c'est pas facile. Parfois ça m'arrive de partir de la maison d'ici et de laisser les animaux et de laisser Henri et de pleurer parce que juste j'ai pas envie de me déplacer, j'ai pas envie encore d'être seule, j'ai pas envie de partir seule, etc. Ça peut m'arriver, alors ça m'arrive pas très souvent, ça doit m'arriver 2 fois par an, mais ça m'arrive encore. Mais encore une fois, je crois que j'en avais parlé dans un épisode de podcast qui pour moi est important, c'est toujours se rappeler la raison principale de pourquoi on a fait ça. Et c'est-à-dire que dans les moments qui sont un peu plus difficiles, où on a peut-être moins envie de partir, où en fait on se demande en fait pourquoi est-ce qu'on s'est mis dans une situation pareille, le truc c'est de toujours se rattacher au pourquoi en fait. Quelle a été la motivation de base et pour moi cette motivation là et cette raison là elle surplombe tout le reste et donc c'est ça qui fait que du coup tu y reviens toujours et tu te maintiens dans ce cadre de vie là parce que c'est toi qui l'as choisi et tu sais pourquoi tu l'as fait et que tant que c'est tenable et que tant que c'est quelque chose que tu veux continuer à vivre alors bah ça restera que des petits moments désagréables dans un grand schéma qui pour moi me convient parfaitement. Donc voilà, je sais pas si j'ai pu répondre à ta question mais en tout cas effectivement c'est pas tous les jours facile, il y a des moments c'est plus compliqué que d'autres mais ça se fait puisque je le fais depuis 5 ans. Est-ce que tu écris tous les épisodes de ton podcast à l'avance sur le tournage? Tout semble naturel. Alors, comme mes vidéos YouTube, je n'écris pas mes vidéos, je n'écris pas mes podcasts. Les seules vidéos que j'écrivais, c'est quand je faisais des face-cam pour raconter des histoires d'horreur, des histoires paranormales sur ma chaîne principale où du coup on a pu traiter par exemple de sujets d'enquête comme les Warren ou ce genre de choses. Là, ce sont des vidéos écrites parce qu'il y a de l'information qui est réelle et donc qu'il faut retransmettre. Mais dans mes podcasts, en fait, j'ai un sujet principal et ensuite je le déroule un petit peu au fur et à mesure de ma pensée. Alors évidemment j'ai des grands points, j'ai des grandes idées, un petit peu
comme quand on fait une desserte de philosophie, bah c'est un petit peu comme ça que je vois mes podcasts, et genre j'ai des points à aborder et ensuite je déroule, et c'est important pour moi de garder justement ce côté naturel, parce que c'est ça qui fait aussi que je pense que quand vous l'écoutez, vous avez l'impression que c'est une copine qui vous parle ou qui vous laisse un vocal ou un audio. Moi c'est vraiment ça que j'ai envie de garder, donc c'est pour ça que j'écris pas du tout mes podcasts. Du coup j'en profite pour répondre à cette question qui me demande si je vais refaire des vidéos face cam. Franchement c'est pas prévu, très honnêtement j'ai l'impression que j'ai trouvé mon format, ça y est. Ces dernières années pour moi ça a été un peu compliqué, je me suis pas mal remis en question sur le contenu que j'avais envie de vous proposer, que ça soit sur ma chaîne de vlog, sur ma chaîne principale et sur tous mes réseaux confondus. Je suis passée par je pense pas mal de formats, pas mal de tests, pas mal d'étapes, et j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai trouvé les formats dans lesquels je m'épanouissais vraiment. Donc il y a le format vlog sur cette chaîne et les formats un peu plus voyage, donc le voyage au Japon, ou alors quand il y a eu Cannes là récemment, donc les vlogs thématisés, ou même quand je suis partie en Écosse l'année dernière. Donc ça pour moi c'est vraiment un truc que j'adore partager avec vous, le côté vraiment voyage et carnet de route, je trouve ça super. Ensuite sur la chaîne principale on a les épisodes de podcast, alors pas tous, certains qui sont pour moi en fait des vidéos on pourrait dire face cam. Il y a certains sujets en fait que je partage sur YouTube et d'autres que je garde uniquement pour le podcast, parce qu'il y a des sujets que je trouve plus pertinents et il y en a que je trouve plus adaptés à YouTube que d'autres tout simplement. Donc ça pour moi c'est mon format face cam. Et ensuite vous avez évidemment les enquêtes paranormales où il y en a une par mois, et là du coup c'est des vidéos beaucoup plus produites, beaucoup plus qualitatives, de ce que j'entends par qualitative dans le sens où c'est vraiment pour moi c'est des mini reportages, c'est des documentaires presque. Et donc voilà, moi je me sens super bien dans ce format là. Les formats face cam je les fais plutôt maintenant, j'avoue, sur TikTok, où je vous parle plus spontanément sur Snapchat. En fait c'est vrai que aujourd'hui avec l'avènement de toutes les plateformes, il faut réussir à trouver un format qui va s'adapter à chaque plateforme, et je trouve aujourd'hui que le format face caméra sur YouTube il marche plus tellement, en tout cas pas pour moi. Je me sentais un peu enfermée dans le format, et puis pour tout vous dire en fait à un moment donné ça reste mon métier, et donc quand je regardais les statistiques je trouvais que les statistiques des formats face cam c'était pas non plus fou, et donc à un moment donné il faut faire un choix, et le choix du cœur est pas toujours le choix final, surtout quand derrière il y a un manque de temps énorme pour produire du contenu partout, parce qu'aujourd'hui je pense que vous vous en rendez compte, mais nous en tant que créateurs de contenu on se doit d'être absolument partout, et donc dans mon cas c'est sur ma chaîne de vlog, sur ma chaîne principale, sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitch aussi, je suis beaucoup sur Twitch, et donc en fait quand on doit être présente sur tous ces réseaux, proposer du contenu différent sur tous ces réseaux, à un moment donné on doit faire le sacrifice de certaines choses, et j'avoue que le format purement et simplement face caméra voilà, ne fonctionne plus pour moi, et je suis contente d'avoir arrêté parce que ça me laisse le temps en fait d'avoir autre chose sur le côté, comme par exemple le BLO. Peux-tu arrêter les mimiques de visage saut 2000 STP? Désolé, je t'adore, c'est stop. Non, je comprends pas en fait qu'en 2025 on puisse encore continuer à critiquer les mimiques et le corps des gens. Est-ce qu'on pourrait arrêter ça aussi? Ça aussi c'est stop. Ça aussi c'est stop. D'ailleurs du coup question sur le BLO, est-ce que ça rencontre le succès escompté? Perso j'adore ton émission. Et le BLO franchement je pense que c'est une des plus belles choses qui nous soit arrivée à toutes et à tous cette année 2025, enfin 2024-2025 vraiment. Pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est, donc le Bureau des Lettres Oubliées, c'est une émission que je propose de manière mensuelle sur Twitch et ensuite qui est en rediffusion sur ma chaîne YouTube principale. C'est une émission dans laquelle je vais inviter quelqu'un à chaque fois et dans laquelle on va lire des histoires paranormales de nos abonnés, raconter des histoires horrifiques. Ça peut être soit des histoires qui sont arrivées à des abonnés, soit des, je sais pas, des contes et légendes, des mythes urbains, etc. ou alors des creepypastas. Et à chaque fois avec un ou une invitée qui va venir partager aussi ses témoignages, les histoires qui lui sont arrivées, si il ou elle est réceptive ou pas à ce genre de choses. Et donc en fait justement le format face cam, le format je raconte l'histoire paranormale de mes abonnés, a été un peu déporté sur justement ce format du Bureau des Lettres Oubliées, que je trouve beaucoup plus immersif, qui est vraiment un projet hyper abouti par rapport à ce que je faisais avant toute seule chez moi. Et c'est un vrai plaisir de faire cette émission. Pour l'instant on a que des beaux invités, que des belles émissions. Là normalement à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je sais pas trop, mais normalement le dernier BLO c'était avec Gaspard G, et donc le replay va pas tarder à arriver sur la chaîne, donc voilà. Et j'ai que des invités de ouf, que des gens qui se prêtent au jeu, des gens que j'aurais jamais cru avoir sur ma chaîne YouTube et qui maintenant
maintenant en fait demandent à venir sur le BLO et je trouve ça fou. Donc oui, le succès est au rendez-vous. Moi j'adore le format, tout le monde aime ce format et je suis trop contente parce que autant il a du succès sur YouTube, mais il a surtout beaucoup de succès sur Twitch et ça c'est ma plus grande fierté. Tu avais commencé des gros featuring sur YouTube parfois en feed, pourquoi est-ce que t'as arrêté? Alors en fait c'est pas vraiment que j'ai arrêté, c'est juste que j'ai détourné le sujet sur d'autres formats comme par exemple le BLO, donc il y a toujours des feats avec des gros invités, c'est juste que la différence c'est qu'on n'est pas sur des formats fit and fun comme je pourrais l'appeler, donc des challenges, des trucs comme ça, des vidéos ultra produites. J'ai essayé, j'ai trouvé ça très cool à faire, honnêtement j'ai fait quelques vidéos comme ça et j'ai trouvé ça vraiment sympa, j'aimais bien l'ambiance qu'il y avait sur les tournages et je trouvais le rendu des vidéos toujours assez cool. Maintenant la vérité derrière ça c'est que je trouve que le format fit and fun il a un petit peu ses limites dans la mesure où je trouve que c'est déjà de 1 pas forcément tenable sur le long terme, le fait de devoir toujours trouver des invités, trouver des concepts, trouver des dates, trouver des tournages, trouver des équipes, enfin c'est vraiment en termes d'organisation ça devenait juste ingérable, surtout moi qui habite à distance, donc c'était toujours compliqué de faire ça à distance. Et je vous jure aussi il y a un monde dans lequel c'est difficile de trouver des gens qui sont d'accord de tourner avec d'autres personnes. Faut pas oublier que dans ce milieu il y a des gens qui font très bonne figure en public et il y a des gens qui peuvent pas se piffrer et qui font semblant d'être potes pour une vidéo et en fait mine de rien ça c'est vraiment compliqué, vraiment je vous jure à gérer c'est pas toujours simple. Et donc en fait tout mis bout à bout j'ai réalisé que je voulais pas non plus mettre une pièce dans l'engrenage du toujours plus, notamment sur le concept en fait des fit and fun et des formats toujours plus waouh les uns que les autres. Donc je trouve que ça a toujours sa place pour des événements particuliers, pour des concepts particuliers, pour pourquoi pas en fait de temps en temps, mais je voyais pas un monde dans lequel je pouvais continuer à faire ça tout le temps sans mettre en péril à la fois en fait tous mes autres projets sur le côté qui me demandent quand même beaucoup de temps et en même temps bah juste au-delà de mon éthique de travail, plus en fait des trucs que j'avais vraiment envie de faire. C'est juste que maintenant c'est des gens que j'invite mais sur des concepts différents, donc par exemple sur le BLO, sur mes podcasts et je trouve que ça me correspond bien plus que de faire purement et simplement du divertissement et du fit and fun. On ne te voit plus monter à cheval depuis ta précédente blessure au doigt, est-ce que c'est lié? Alors pas du tout, en fait ça fait presque 8-9 mois que j'ai pas monté à cheval. C'est vrai que pendant un temps j'avais vachement repris l'équitation et là j'ai arrêté pour plusieurs raisons. Alors la première raison étant que simplement j'ai moi pris la décision d'arrêter la demi-pension que j'avais sur le cheval que je montais parce que en fait il y avait plein de choses qui me convenaient pas. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça sert à rien, mais c'est juste que à un moment donné voilà j'aimais pas comment ça se passait et il y avait des choses que je trouvais un peu border, donc juste j'ai décidé d'arrêter. Et la deuxième raison c'était que en fait avec le déménagement j'habite littéralement à 50 minutes quand ça roule de l'endroit où je faisais de l'équitation et vu mon emploi du temps avec ma vie, mes horaires etc ça devenait juste plus gérable du tout. Donc je pense que ça a été vraiment important pour moi de reprendre l'équitation pendant un moment parce que ça m'a permis de retrouver un équilibre pro-perso, parce qu'en fait on était arrivé au stade où j'avais vraiment plus aucun plaisir dans ce que je faisais et j'avais vraiment besoin de retrouver un truc sur le côté qui était un peu une soupape de décompression et ça m'a énormément aidé. De toute façon on le sait, les chevaux, l'équithérapie c'est vraiment hyper salvateur et ça fonctionne extrêmement bien, donc c'était vraiment quelque chose je pense dont j'avais besoin profondément. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir retrouvé cette balance là, donc j'ai plus autant nécessairement besoin d'aller monter. Ça reste une passion, c'est quelque chose qui restera je pense toujours dans ma vie avec des hauts et des bas, des va et des viens, mais très sincèrement je crois qu'aujourd'hui en l'état actuel de ma vie je vois pas comment je peux trouver le temps pour reprendre une demi-pension, continuer à aller monter 2-3 fois par semaine. C'est vraiment un sport qui est quand même très chronophage et aujourd'hui du temps c'est ce qui me manque cruellement, donc il a fallu que je fasse un choix. Quel changement as-tu fait dans ton quotidien depuis ton diagnostic SOPK? Alors ça c'est une bonne question parce que je vous avoue qu'en fait ça a joué sur pas mal de choses ces derniers temps, pour moi en tout cas. Pour celles et ceux qui savent pas, j'ai été diagnostiquée fin d'année dernière, vraiment je l'ai toujours plus ou moins su, mais là d'avoir vraiment fait les examens qui ont permis de acter le fait que j'avais un SOPK, donc un syndrome des ovaires polykystiques, ça m'a permis en fait de comprendre beaucoup de choses sur mon corps, sur mes hormones, sur mon humeur, sur comment je fonctionnais. Le syndrome des ovaires polykystiques il se caractérise chez plusieurs personnes de différentes manières. Donc il y a des gens qui vont avoir de l'hirsutisme, de l'hyperpilosité, il y a des gens qui vont avoir des problèmes de prise de poids, il y a des gens qui vont avoir des problèmes juste hormonaux, des règles très douloureuses, des problèmes d'infertilité. Voilà, le SOPK en fait malheureusement c'est une maladie qui a énormément de symptômes et tous les gens qui ont un SOPK n'ont pas nécessairement tous les symptômes, mais beaucoup des symptômes qu'on peut avoir peuvent être liés au SOPK. Et pour ma part en fait j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses que je pensais en fait qui étaient des problèmes, voilà que j'avais comme ça, mais qui en fait avec beaucoup de recul sont liés à cette maladie, donc le SOPK.
Donc par exemple, je me suis rendu compte que tout ce qui était des SPM excessivement forts, des problèmes d'humeur que moi au bout d'un moment j'associais clairement à de la dépression ou limite à de la bipolarité, et parfois c'était à se demander parce que vraiment j'avais des switches d'humeur qui étaient catastrophiques et que je ne comprenais pas, des énormes pics de fatigue où j'étais littéralement incapable d'ouvrir les yeux, des douleurs de règles absolument incommensurables. De manière générale aussi une très mauvaise tolérance à tout ce qui était alimentation inflammatoire, donc dès que je mangeais trop de sucre, dès que je buvais trop d'alcool, mon corps en fait naturellement était en hyperinflammation, et encore plus quand j'étais dans ma période de règles, donc du coup en fait c'était juste catastrophique. J'avais littéralement le corps qui doublait de volume de partout, des problèmes de rétention d'eau, des problèmes de circulation sanguine qui sont aussi des symptômes de SOPK. Ça c'est des choses que je savais pas nécessairement et que j'ai appris en me renseignant et sur le tas. Donc aujourd'hui je suis sous traitement. Il y a des traitements que je prends que je divulguerai pas nécessairement sur YouTube, mais il y a des traitements de fond que je prends pour régler des problèmes que j'ai en lien avec mon SOPK. Ça a changé beaucoup de choses sur mon humeur de manière générale, ça a changé beaucoup de choses sur mon corps. Vous avez été assez nombreux à remarquer aussi que j'ai perdu du poids, donc il y a évidemment tout le côté coaching dont j'ai parlé entièrement dans un podcast dédié, je vous invite à aller le regarder si ça vous intéresse, mais il y a aussi également une grosse partie régulation des hormones en rapport avec mon SOPK. Par exemple, un des trucs que j'ai fait depuis que j'ai découvert cette maladie et que j'avais jamais fait jusqu'à maintenant, c'est que après en avoir parlé avec ma coach, j'ai décidé de complètement arrêter de boire de l'alcool. Et donc là, à l'heure à laquelle je vous parle, ça fait 4 mois et demi que j'ai arrêté de boire de l'alcool, que j'ai pas bu une goutte. Et en fait, j'ai vu un changement drastique sur mon humeur, sur mes hormones, sur mon poids de manière générale. Mais ça de façon SOPK ou pas SOPK, l'alcool, voilà, c'est des calories vides, donc dans tous les cas ça te fait prendre du poids et ça te fait gonfler parce que ça fait de la rétention d'eau, parce que ça te déshydrate, bref, il y a trop de choses à dire. Et j'ai été obligée de mettre des choses en place, mais qui portent leurs fruits. Et donc c'est pour moi aussi le moment de vous rappeler de prendre vos rendez-vous médicaux, allez vous faire diagnostiquer si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, ou que vous trouvez pas normal, ou des choses qui vous mettent la puce un peu à l'oreille. Ne restez pas en fait comme ça dans une errance médicale, essayez, je sais que c'est super galère, mais essayez de prendre des rendez-vous chez les spécialistes, parce qu'à un moment donné, on peut pas avancer dans sa vie si on se fait pas diagnostiquer, et il y a des gens qui restent non diagnostiqués toute leur vie et qui souffrent inutilement. Et j'avoue que moi, le fait d'avoir découvert ça m'a débloqué plein de choses, et même du coup mentalement ça m'a beaucoup apaisé, parce que je trouve que quand on a des symptômes qui sont, moi que je considérais comme injustes, j'étais en mode mais pourquoi j'ai ça, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, c'est juste infernal, enfin c'était trop chiant. En fait je me sentais pas validée, je comprenais juste pas pourquoi j'avais ça, et le fait de m'être fait diagnostiquer, ça m'a enlevé un poids aussi au niveau de mon mental, en me disant mais en fait t'es pas folle, les douleurs que t'as elles sont explicables, les symptômes que t'as ils sont explicables physiquement, c'est pas seulement dans ta tête, c'est juste que ça s'explique. Donc voilà, en fait mine de rien, ça a changé beaucoup plus de choses que ce que j'imaginais, donc voilà. Si demain YouTube n'existait plus, dans quel autre métier te verrais-tu? Je crois que c'est pas la première fois que je réponds à cette question, mais en fait, comme je dis souvent, depuis que j'ai lancé YouTube sur le côté, j'ai aussi lancé d'autres business, et donc il y a Liz & Cloud et Honest Mind qui me prennent un temps considérable, et aussi aujourd'hui, je pense que vous avez été nombreux à le remarquer, mais il y a vraiment plus que YouTube. Très sincèrement, quand je vois toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, j'ai plus du tout besoin de me dire que je serai que sur YouTube le reste de ma vie. Et je vois ça un peu comme une équipe de foot en fait. Et pour moi, chaque réseau social fait partie intégrante de l'équipe de foot. Donc t'as YouTube, c'est genre le gardien, t'as genre TikTok qui va être le défenseur, t'as Instagram qui va être l'attaquant. Bref, en gros, l'idée de se dire que aujourd'hui, on a vraiment besoin de toute notre équipe de foot pour pouvoir faire le métier qu'on fait, donc c'est-à-dire influenceur. Et il est vrai que aujourd'hui, YouTube est plus du tout le centre de mon activité, et je pense que c'est vraiment plus tellement le centre d'activité de beaucoup de personnes, dans le sens où on a tous été obligés de se développer. Je pense que la question sous-jacente c'était genre qu'est-ce que tu ferais si t'avais plus du tout les réseaux sociaux de manière générale et que si j'étais plus influenceuse. Honnêtement, je pense que je mettrais toutes mes billes sur Liz & Cloud et Honest Mind, et j'y passerais énormément plus de temps que ce que je peux y passer maintenant, même si j'y passe déjà beaucoup de temps. Donc voilà, pour moi le chemin est déjà tout trouvé. Est-ce que Henri croit aux mêmes croyances que toi? Comment vivre avec quelqu'un de sceptique? Bah en fait on vit. Et voilà, il y croit pas nécessairement, il est plutôt sceptique à tout ça, à tout ce qui est côté paranormal et tout, mais je crois que la force d'un couple c'est d'accepter l'autre pour ce qu'il est et de pas essayer de vouloir le changer. Et je crois que c'est important en fait de respecter les croyances de chacun, très sincèrement. Moi j'imposerai jamais ma vision des choses à quelqu'un, et je voudrais jamais que l'autre m'impose ses croyances. Et en plus les croyances c'est quelque chose je trouve de très très personnel. On parle de religion, qu'on parle de mouvance, qu'on parle de
ça peut être bête, mais juste quelqu'un qui est superstitieux, quelqu'un qui ne l'est pas. Pour moi, c'est totalement personnel et ça ne doit pas interférer dans une relation. La liberté s'arrête là où commence celle des autres et pour moi, en fait, c'est important de toujours réussir à pouvoir s'épanouir à 100% dans ses croyances tant qu'en fait, ça met pas en péril ou en danger sa vie ou la vie d'autrui. Mais nous, avec Henri, on est plus dans le mood de se dire, en fait, j'ai mes croyances, t'as les tiennes, et c'est même pas un sujet qui vient sur la table, c'est juste en fait c'est comme ça. Et en fait il me dit rien dans le sens où lui ça le dérange pas dans sa vie du quotidien parce que c'est pas un sujet que je vais souvent mettre sur la table, c'est pas un sujet dont on va beaucoup parler, c'est pas un truc c'est pas un truc qu'on va aborder souvent. Lui il est sceptique et moi je le suis pas. Et en gros ça s'arrête là. Et pour nous c'est tout à fait ok, vraiment c'est même pas un sujet, c'est même pas un débat, enfin c'est... Si tu pouvais changer quelque chose sur YouTube ou les réseaux en général, ce serait quoi? J'avoue qu'il y a peut-être un truc qui me gonfle sur les réseaux, c'est l'hypocrisie, la malhonnêteté, c'est la manipulation. Il y a des choses comme ça en fait sur les réseaux que j'arrive plus trop à laisser passer. Il y a des choses qui sont épidermiques vraiment. Quand je les vois, j'ai envie de crier, de péter un câble et de me taper la tête dans un mur quand je vois à quel point certaines personnes peuvent être toxiques. Et c'est vraiment quelque chose que je supporte plus du tout. Et c'est pas quelque chose qu'on peut littéralement changer, genre ça se change pas dans l'algorithme, ça se change pas via les réseaux, mais ça se change dans les mœurs. En fait, je dirais que ces dernières années sur les réseaux, j'ai vraiment vu monter l'émergence d'un truc qu'on appelle la mauvaise foi. Et autant, moi je pense que je suis quelqu'un de mauvaise foi, j'avoue que j'ai hérité ça de ma mère, je suis quelqu'un de mauvaise foi, mais dans ma vie privée. Genre par exemple, si on joue à Mario Kart avec Henri et que je perds, je vais littéralement dire que c'est parce que ma manette marche pas. Ça c'est mon niveau de mauvaise foi. Mais sur les réseaux, j'ai vu des fois des discours et des choses dites par certaines personnes qui vont à l'opposé total de leurs actes et ça me fait péter une durite. C'est vraiment... Il y a des fois des moments où j'ai envie de dire aux gens mais balaye devant ta porte avant de balayer devant celle des autres. Vraiment. Parce que j'ai vu des gens se plaindre de choses qu'ils avaient fait à d'autres. Et là vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai fait tu sais quoi, c'est plus possible. C'est plus possible. Je sais pas si c'est parce que juste maintenant j'ai vieilli et que en fait je vois les choses d'un autre angle. J'irais pas jusqu'à dire que c'est de la sagesse ou de la maturité, mais c'est juste qu'il y a vraiment certaines choses qui aujourd'hui que je vois plus du tout du même œil. Et autant avant j'étais peut-être beaucoup plus indulgente sur certaines choses, autant maintenant je le suis beaucoup moins. Et il y a des choses que je n'accepte plus. J'ai vraiment... Alors je bloque pas les gens de manière générale, mais je les restreins. Et je demande à l'algorithme de ne plus me montrer leur contenu parce que juste en fait c'est plus en accord avec ce que je suis, c'est plus en accord avec ce que je veux représenter, c'est plus en accord avec qui je suis et tout le travail surtout que j'ai fait ces dernières années avec ma psy, avec ma thérapie, etc. Et en fait il y a des fois des choses que je vois et je me dis putain, si un jour dans ma vie j'ai déjà pu être comme ça, Dieu merci je le suis plus aujourd'hui et je me remercie, je me donne toujours une petite tape sur l'épaule chaque jour que Dieu fait d'avoir commencé une thérapie et d'avoir réglé mes problèmes pour ne pas les faire subir aux autres. Et des fois quand je vois certaines personnes sur les réseaux, j'ai envie de leur dire franchement va suivre une thérapie et ensuite reviens parce que là clairement il y a des choses qui sont pas ok et ça c'est pas bien, c'est pas bien. Est-ce que t'as fait une crise de la trentaine? Comment est-ce qu'on se sort d'une crise identitaire comme ça? Alors en fait ce qui est rigolo c'est que j'ai fait une crise de la trentaine avant d'avoir 30 ans. Donc l'année de mes 29 ans a été une année assez compliquée je dirais mentalement à vivre pour moi parce que justement je sentais un peu l'échéance arriver. Alors je vais mettre le haut là tout de suite, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me reprochent beaucoup de parler du fait que je vieillis dans mes vlogs en disant mais qu'est-ce que je devrais dire moi alors que j'ai 36, 37, 40, 50 ans etc. Tu donnes une mauvaise image des femmes qui vieillissent etc. En disant que limite on est périmé. Écoutez, je suis vraiment désolée que les gens comprennent ça, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Je crois qu'on a tous une perception très différente de ce que c'est que le fait de vieillir. Et moi, les 30 ans, c'est quelque chose qui m'a toujours fait vraiment très peur depuis que je suis jeune. Pour moi, quelqu'un qui a 30 ans, c'est quelqu'un d'adulte et jamais dans ma vie, j'aurais cru déjà arriver à cet âge-là, pour être tout à fait honnête avec vous. C'était quelque chose que j'imaginais même pas. Et en fait, le fait de voir cet âge arriver et de voir que ma vie qui allait avec cet âge ne suivait pas forcément les codes qu'on lui avait inculqués, ça me mettait une pression énorme mais ça me faisait très très peur et donc c'est pour ça que on va dire que l'année de mes 28 ans et de mes 29 ans, c'est 2 années qui ont été un peu tendues dans ma tête psychologiquement. C'est un travail que j'ai vraiment dû faire beaucoup avec ma psy parce que c'était quelque chose que je voyais un peu comme un monde. Vraiment, je voyais les 30 ans comme l'échéance, la date qui dit ok, là t'as 30 ans, montre-moi ce que t'as fait jusque là. Et c'était vraiment une pression que je me mettais à moi-même parce que très sincèrement, c'était peut-être moi le fait de me retrouver face à moi-même et face au fait que bah voilà, maintenant je suis une adulte et je peux pas littéralement dire que je suis plus une adulte, que je suis pas une adulte parce que j'en suis une à 30 ans. Et le fait de devoir me confronter
confrontée à ça, de devoir me confronter peut-être aussi à mon manque de maturité sur certains sujets. C'était juste en fait une crise que j'ai eue de mois à mois. Pas forcément de voir le temps qui défile, le temps qui passe et le fait que je vieillis, mais plus le fait de devoir m'auto-rendre des comptes sur ok, maintenant t'as 30 ans, t'as fait quoi? C'est quoi ta vie et c'est quoi tes 10 prochaines années? Parce que c'est aussi comme ça que je le vois, c'est voilà, tu passes une étape, tu passes un milestone comme on dit, ben maintenant où est-ce que tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi la vie que tu projettes? En fait, j'avais l'impression que j'allais tout me prendre dans la gueule en même temps. J'étais pas super bien, j'y pensais très souvent et puis en fait, il s'est passé mes 30 ans parce qu'à un moment donné, bah, tu peux pas les éviter, hein, ça arrive et plus rien. Comme si en fait tout ce que je m'étais imaginé, tous les scénarios catastrophes, toute l'anxiété, toute cette pression que je m'étais mise ces 2 dernières années, c'était juste évaporé dès l'instant où j'ai eu 30 ans parce qu'en fait juste il s'est rien passé. J'ai eu 30 ans. Ma vie n'a pas changé du jour au lendemain. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu toquer à ma porte en disant rends-moi des comptes, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que t'as fait, c'est quoi machin. Et en fait, il s'est rien passé, j'ai juste eu 30 ans. Par contre, et ça c'est vrai, depuis que j'ai 30 ans, donc ça fait 3 mois, et ben il y a peut-être quelque chose qui a swifté dans ma tête où j'ai l'impression que j'ai pris une confiance en moi qui n'a jamais été aussi forte. J'ai l'impression que pour la toute première fois de ma vie, j'ai enfin confiance en moi. J'ai l'impression que tu pourrais me dire n'importe quoi, ça n'aurait pas d'impact, ça n'aurait pas d'incidence sur la confiance que j'ai en qui je suis, ce que je représente, mes valeurs, ce que je veux être, ce que j'aspire à être. Ça veut pas dire que j'arrêterai de me remettre en question dans ma vie, hein. Au contraire, je vais vraiment continuer, mais ce que je veux dire c'est que pour la toute première fois de ma vie, les attaques qui vont toucher à mon physique, à mon intégrité, ce genre de choses, en fait j'ai l'impression que ça ne me fait plus rien. En tout cas là ça fait 3 mois que j'y suis totalement hermétique et je me sens beaucoup plus posée dans ma tête, beaucoup moins éparpillée, beaucoup plus en fait en alignement avec mes valeurs et avec mes convictions et je ressens une paix d'esprit, une paix que je n'ai jamais ressentie auparavant. Alors est-ce que c'est encore une fois un effet placebo, est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, j'en sais rien, mais quand j'en ai parlé j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui m'ont dit que eux aussi à 30 ans ils ont ressenti cette chose-là, ce calme, et je me suis demandé si c'était ça en fait de la maturité, si c'était ça vieillir. Et si c'est ça, alors c'est chouette parce que pour la première fois de ma vie, j'ose dire les choses que j'ai jamais osé dire avant. J'ose me battre pour moi-même et pour qui je suis. Et c'est quelque chose que franchement avant j'aurais laissé faire vraiment. Mais aujourd'hui c'est plus du tout le cas et je me sens hyper apaisée avec ça. J'en ai jamais parlé aux gens et c'est mes proches qui sont venus me le dire d'eux-mêmes. En fait c'est mes proches qui m'ont dit que j'avais changé, que j'étais plus la même personne et que c'était agréable à voir. Quelqu'un qui s'épanouissait en fait. Je crois que quand c'est tes proches qui te le disent, du coup il y a quelque chose de différent qui se passe et tu te rends compte qu'en fait bah ouais il s'est vraiment passé un truc et c'est cool. Je terminerai sur cette question, mais c'est quoi le secret que tu nous caches? Alors évidemment un secret c'est un secret. Il y a plein de choses qui sont en préparation dans mes projets et je dirais que cette année 2025 ça a été un peu et ça sera parce que elle n'est pas terminée mais j'ai l'impression que c'est l'année de la concrétisation de tout le travail que j'ai mis en place ces 2 dernières années. C'est vraiment l'année où pour la première fois je récolte ce que j'ai semé les 2 dernières années. Il n'y a pas de secret que je vous cache, il y a juste l'aboutissement d'années de travail qui vont enfin avoir lieu et qui vont enfin voir le jour, qui vont enfin éclore et que vous allez enfin vous voir de vos propres yeux et apprécier, je l'espère. Mais oui, cette année en fait en gros vont sortir tous les projets pour lesquels j'ai bossé ces 2 dernières années. Ça se voit déjà. C'est vrai que je dirais plutôt l'année de mes 29 ans, ça a été une année hyper charnière, tant sur le côté de la thérapie que sur le côté du travail, que sur le côté entrepreneurial aussi. Même dans mon couple aussi, ça a été challengeant, dans mes amitiés aussi d'ailleurs. Et ça a été une année très inconfortable, vraiment une année d'instabilité qui m'a permis, je pense aujourd'hui, de faire un travail suffisant pour pouvoir aborder cette année 2025 comme un renouveau, mais plus aussi des fondations beaucoup plus stables et enfin pouvoir récolter tout ce pourquoi j'ai travaillé ces derniers temps. Et jusqu'à maintenant, je touche du bois, je suis très heureuse parce que toutes les choses que j'ai projetées, toutes les choses pour lesquelles j'ai manifesté, comme on dit, arrivent. Et c'est une belle revanche sur ces 2 dernières années qui n'ont pas été faciles à bien des égards. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai fait l'impasse dans mes vidéos, dans mes vlogs, sur des sujets. Il y a beaucoup de choses dont j'ai pas voulu parler publiquement, il y a beaucoup de choses que j'ai voulu garder pour moi, des choses qui m'ont blessée, des choses que j'ai pas compris, des remises en question, des doutes qui ont été très profonds, des problèmes personnels aussi parce qu'on en a tous hein, évidemment. C'est juste que la différence c'est que moi j'expose beaucoup sur mes réseaux. Il y a beaucoup de choses que j'ai gardées pour moi, beaucoup de choses que vous ne saurez jamais et qui m'ont profondément marqué, mais qui m'ont aussi servi je pense à remettre pas mal de choses en perspective et me redonner
en fait le carburant nécessaire pour pas me laisser abattre et justement pour changer la vapeur en fait de cette année, ces 2 dernières années qui ont été un peu compliquées. Je vais croiser les doigts pour que tout continue de se dérouler correctement et je sais que ça va bien se passer parce que j'ai travaillé pour et j'ai mis toute l'énergie nécessaire pour que ça arrive. Le secret n'en sera bientôt plus un et il y a déjà beaucoup de gens qui ont deviné en fait ce qui allait se passer et en vrai je pense que si vous regardez suffisamment les vlogs, tout le monde peut lire entre les lignes de comment ça va se passer et ce qui va se passer et j'ai hâte de partager ça avec vous, j'ai hâte de vous expliquer le pourquoi du comment, qu'est-ce qui va se passer, comment, pourquoi et je pense que pour terminer cette FAQ, je pourrais juste dire un truc, c'est que des fois ça se voit peut-être pas forcément dans les vlogs ou peut-être que ça se voit aussi un peu plus dans les podcasts je dirais, mais même si des fois j'ai l'impression de vous montrer que la facette de moi qui court un peu partout, genre une poule sans tête, toujours à faire 12 000 projets, à être à Paris, puis à Lyon, puis à Bruxelles, puis à Paris, puis à Lyon, puis à Bruxelles, puis je sais pas où, puis machin, puis truc, machin. En fait, en réalité, j'ai jamais été aussi apaisée que depuis ces derniers mois. Ça me fait beaucoup de bien mentalement. Et je suis très heureuse, voilà. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on dit souvent, c'est pas forcément quelque chose qu'on ose beaucoup dire. J'ai l'impression que les gens, ils ont plus tendance à dire quand ça va pas que quand ça va. Comme si, en fait, on avait aussi un peu honte des fois de dire qu'on allait bien quand on voit qu'il y a certaines personnes qui vont pas bien. Mais je crois que c'est aussi important de savoir le dire quand ça va. Et moi, aujourd'hui, ça va vraiment. Et je l'ai déjà dit dans des précédents vlogs, mais c'est vrai. Même si évidemment, il y a toujours des moments qui sont un peu plus compliqués que d'autres, en toute sincérité, ça va. Pour une personne comme moi, qui a toujours eu plus l'habitude de voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein, ça fait du bien de le voir pour la première fois de sa vie à moitié plein. Donc croyez en vous, parce que des fois on a l'impression qu'on peut pas changer les choses et surtout qu'on peut pas se changer nous. Et je crois qu'en fait si, tout change. Et nous aussi d'ailleurs. Voilà, ça pourrait faire un très bon épisode de podcast, ça tombe bien parce que je pars en enregistrement en tournage dans 2 jours, donc peut-être que j'en parlerai. Ça peut être intéressant. Je pense avoir fait un peu le tour des questions sur Insta. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, alors évidemment si c'est des questions un peu genre comment s'entendre Lucie et Nova ou ce genre de choses, en fait il y a plein de choses, des fois vous me posez des questions mais vous avez déjà la réponse dans les vlogs de manière générale, mais si c'est d'autres questions un peu comme ça, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et peut-être qu'on fera une autre FAQ bientôt. En tout cas, j'avais super envie de me poser pour parler avec vous et la moi de maintenant, envie de ouf, la moi qui sera au Hellfest au moment où cette vidéo sortira parce que là c'est dans 10 jours et j'ai l'impression que c'est dans une éternité, j'ai juste trop hâte d'y être. En tout cas merci d'avoir regardé cette FAQ, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous, je vous embrasse et on se dit du coup très bientôt sur un nouveau vlog qui sera le vlog du Hellfest normalement. Ciao.